Salut, c'est Nati, j'espère que tu vas bien. Alors, dans la vidéo qui va suivre, tu vas voir une interview de Josiane. Josiane, c'est la fondatrice de la marque cosmétique Iwalewa. C'est une marque de cosmétiques pour cheveux afro et c'est une marque qu'elle a créée toute seule de A à Z depuis l'Afrique jusqu'en France. Josiane, c'est juste une bombe d'énergie. Elle est hyper lumineuse. Elle a plein de choses à raconter. Moi, je l'ai invitée sur le live Instagram parce que j'avais envie justement de partager son expérience avec toi, avec vous, et je trouve qu'on a réussi à avoir une conversation très intéressante où elle nous a expliqué son parcours, elle nous a expliqué les obstacles auxquels elle a été confrontée, les leçons qu'elle en a tirées, et finalement elle fait ce que moi je trouve être génial, c'est qu'elle montre que c'est à la portée de tout le monde à partir du moment où tu as un objectif, à partir du moment où tu sais où tu veux aller et à partir du moment où tu te donnes les moyens d'aller où tu veux aller, eh bien tout est possible. Josiane, elle en est la preuve, elle a créé sa propre marque de cosmétiques et elle t'explique comment elle fait et tu verras que en fait quand tu l'écoutes, tu te dis bah ouais en fait c'est trop génial et finalement moi aussi je me lance. Donc je te laisse avec l'interview qui va démarrer juste après ça. Alors déjà, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait hyper plaisir. L'objectif de ce live, là, c'est le premier d'une série que j'ai envie d'initier. L'objectif, il y en a 3 pour moi. Déjà, c'est de montrer que c'est possible, tu vois, de créer une marque. Parce que y a pour beaucoup de personnes, ça relève encore un peu de l'idéal ou du fantasme. Tu as beaucoup de personnes qui se disent « Ah, j'aimerais bien », mais pour qui ça paraît inaccessible. Donc, le but, c'est de montrer que des personnes comme toi, comme moi, des personnes lambda qui n'ont pas forcément fait des écoles ou qui n'ont pas un parcours prédestiné là-dedans, parviennent finalement à concrétiser leurs rêves. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de donner des clés, je dirais. Alors, c'est un peu court, tu vois, en 45 minutes, 1 heure de conversation, mais c'est finalement de peut-être partager 1 ou 2 conseils, 1 ou 2 choses que tu as vécues et que tu as réussi à, comment dire, que tu as réussi à passer outre pour continuer à atteindre tes objectifs. Voilà. Et le troisième point, alors là, c'est plus en termes de motivation, je dirais ça, c'est vraiment pour les personnes, par exemple, toi, tu es sur la cosmétique, donc pour le coup, c'est un secteur que je connais pas du tout. C'est vraiment du partage d'expérience avec une connaissance, je dirais, une expertise pure sur ce sujet. Moi, je suis plutôt calée en maroquinerie, accessoires mode. En mode. Après, la cosmétique, c'est quelque chose de très nouveau. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup aussi parce que je pense qu'il y a un vrai potentiel et il y a de la place pour tout le monde. C'est vraiment comme pour la mode, hein, pour moi. On nous dit souvent, ouais, les marchés, c'est saturé, il y a trop d'offres et tout. Et je pense que toi, tu es sur le segment du cheveu afro, tu vas nous en parler tout à l'heure, mais je pense que vraiment, il y a de la place pour tout le monde à partir du moment où tu trouves ta niche, ton positionnement et la façon dont tu vas créer ta communauté. Tu vois, il y a encore plein de place pour plein de marques de cheveux afro, quoi. Donc voilà pour les objectifs. J'espère que ça plaît à tout le monde. Alors, il y a beaucoup de personnes. Il y a Farida qui est là, il y a Laurie qui est là. Donc, c'est des personnes du groupe qui nous rejoignent. Donc, c'est cool. Donc, moi, ce que je te propose, Josiane, pour démarrer, c'est que tu puisses te présenter ton parcours déjà, d'expliquer ce que tu faisais avant d'avoir ta marque de cosmétiques, depuis combien de temps tu l'as lancée. Et puis, on va dérouler comme ça tranquillement, étape par étape. Ça marche. Okay. Merci à toi déjà pour l'invitation. Ça me fait super plaisir de te retrouver là en live. Et pour mon parcours, moi, alors de base, je viens du Sénégal. Donc, je suis arrivée en France en 2011 pour poursuivre mes études. Donc, j'ai commencé par de la biochimie et je me suis spécialisée en biotechnologie végétale. Et donc, de là, j'ai fini en 2016 mes études. Donc, je retourne au Sénégal faire mon stage de fin d'études. Et comme il n'était pas rémunéré, j'ai commencé à vendre des cosmétiques que je faisais à la main sous la marque Sénébel. Donc, j'avais l'intention de rester au Sénégal, de vivre là-bas, voilà, avec ma petite marque. Mais en parallèle de ça, je ne pouvais pas encore en vivre. Donc, il fallait que je trouve un travail. Sauf que c'était hyper compliqué. Il y avait des laboratoires quand je passais des entretiens d'embauche.
Il y a des laboratoires qui me disaient, mais ça fait 10 ans qu'on n'embauche plus. Non, mais ils me proposaient des postes de stagiaire. Et moi, je disais, mais non, je veux travailler et tout ça. Et c'est là que je me suis dit, bon, bah, quand même, c'est dur, c'est bouché. Comment est-ce que je vais faire? Et à côté de ça, je commençais à recevoir des demandes de personnes qui étaient en France et qui me demandaient, bah, vos produits, est-ce qu'on peut les acheter, tout ça. Et je me suis dit, bah, il y a peut-être un truc à faire. Donc, je vais retourner en France, monter mon projet vraiment de A à Z en bonne et due forme. Et c'est comme ça que l'aventure entrepreneuriale a commencé pour moi. Et ça, c'était quand, du coup, que tu es revenue en France? C'était fin 2016, enfin début 2017, je pense, dans ces eaux-là. D'accord. Donc, en fait, tu es revenue vraiment dans le cadre de l'opportunité business, quoi. Tu as vu Oui, qu'il y voilà. avait une opportunité. Et alors, du coup, c'est intéressant parce que, en fait, je trouve que là, dans le début de ton histoire, il y a un truc complètement fou. Tu sais, des fois, on se dit, on a un produit, on se dit, mais comment je vais le vendre et tout, ça va être compliqué. Ou, tu vois, on est déjà dans cette inquiétude de se dire où il est mon marché. Et toi, ce que tu es en train de m'expliquer, c'est ce que je comprends, c'est que tu étais au Sénégal et tu avais des personnes en France qui voulaient ton produit. Alors, du coup, la question que j'ai envie de te poser, moi, comme ça, là, tout de suite, c'est mais comment ces personnes, voilà, elles ont connu ta marque, tes produits, et voilà, comment tu as fait pour toucher des personnes qui, finalement, sont quand même relativement loin, et on se dit, ben, donc, oh non, mais ça prouve qu'aujourd'hui, quand même, dans les années là, enfin, je dis souvent en 2020, mais donc ça prouve que il y a 4 ans, il y a 3 ans, on a des moyens qu'il n'y aurait pas eu il y a 10 ans. Donc, ouais. Comment tu as fait? C'est vrai Tu que... peux nous expliquer? Ouais. Tu sais qu'avant que tu le dises, je me suis jamais rendu compte, mais c'est vrai que dit comme ça paraît dingue. Hein. C'est vrai que c'est dingue. Bah, en fait, je communiquais beaucoup sur les réseaux sociaux. À l'époque, je maîtrisais pas du tout Instagram, j'aimais pas du tout ça. De base, je n'aime pas les réseaux sociaux, mais j'y étais juste pour vendre mes produits. Donc, j'étais à fond sur Facebook. Je faisais beaucoup de Facebook. Et je faisais aussi des événements au Sénégal. Donc, je pense que c'est les réseaux sociaux. Enfin, là, il n'y a pas de frontières sur les réseaux. Donc, c'est là que les gens m'ont connue. Et même, vu que lorsque je vendais ma marque au Sénégal, j'ai passé l'été au Sénégal où je faisais plein d'events, plein de choses. Et il y a même des personnes qui venaient de France, qui étaient en vacances au Sénégal, donc dans leur pays, et qui venaient me rencontrer sur mon stand en me disant, ah bah ça c'est exactement le produit que je cherchais, je vous ai trouvé sur ce réseau, bah c'est celui-là que je veux. Elles savaient déjà en fait, j'avais pas besoin de leur présenter les produits en quelque sorte. Donc effectivement, enfin, c'est vrai que, franchement, en France, il y a beaucoup de marques de cosmétiques pour les cheveux afro. Donc, elles auraient pu trouver des solutions à leurs problèmes en France, je pense. Mais le fait qu'elles se déplacent, qu'elles aillent en vacances dans leur pays natal et qu'elles se disent, bah, c'est là que je vais trouver la ressource qu'il me faut, bah, quand même, ça en dit beaucoup déjà, que ce soit sur le marché de la cosmétique ici en France, dans le monde afro, et ça en dit beaucoup bah, sur les personnes, ce qu'elles recherchent, la façon dont leur problème n'est pas résolu finalement. En fait, dans ce que tu dis, moi j'entends deux choses. Je ne sais pas ce qu'en pensent là les personnes qui suivent, mais tu as dit un truc de très intéressant. C'est des personnes qui se déplaçaient en vacances dans leur pays natal. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi, alors moi c'est quelque chose que j'ai perçu dans ton histoire, mais à vérifier, à confirmer, est-ce que finalement ces personnes, elles ne se disaient pas non plus, mais c'est cool parce que j'achète une marque de cosmétiques pour mes cheveux afro qui est africaine, parce qu'elle est faite en Afrique par une africaine. Et donc, finalement, mon achat beauté quotidien contribue à quelque chose de plus grand que moi, en fait. Et finalement, il y a cette envie de participer à ton projet. Parce que c'est vrai que ce que tu dis, enfin, c'est très intéressant. Tu dis, finalement, en France, il y a plein de cosmétiques et il y a plein d'autres marques de cosmétiques qui ont démarré même avant toi, tu vois. Alors, pourquoi ces personnes-là, finalement, se tournent vers toi? Donc, finalement, tu touches une fibre. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète. Je me dis, tu touches quelque chose, tu touches une fibre que dans ton histoire qui est unique. Et tu vois, ça, c'est quelque chose que Enfin, tu me diras si tu es d'accord, mais tu as l'air de dire oui. Hein. Bah oui, complètement. Je ne sais pas si ton histoire, mais du coup, tu sais, souvent, j'en parle dans mon livre, j'en parle dans mes vidéos, c'est quelque chose vraiment aux personnes qui me contactent, qui me disent, mais comment on fait pour monter sa marque? Un produit tout seul, ça n'a pas de sens. Et donc, même là, on est sur un produit cosmétique qui, a priori, on pourrait se dire, bah, tu vas à Carrefour ou je sais pas où. Bon, alors là, pour le cheveu afro, c'est un peu plus compliqué, mais je peux te dire, tu peux trouver un équivalent.
Et donc, finalement, malgré ça, tu arrives à fédérer des personnes, tu arrives à créer une communauté et tu arrives à avoir des personnes qui sont en France et te disent, bah, ok, moi, en fait, c'est ton produit que je veux, quoi. Enfin, Josiane, c'est complètement fou quand même. Ouais, c'est énorme. Et je suis d'accord avec ce que tu dis, effectivement, parce que ce que tu dis, bah, ça m'a été verbalisé, en fait, par certaines clientes. Parce que, surtout au Sénégal, à cette époque-là, il y avait vraiment un vrai climat de retour à la consommation locale, retour aux sources, retour, voilà. Et ça collait bien au profil des personnes qui étaient expatriées, qui revenaient pour les vacances se ressourcer finalement. Et ça a été verbalisé parce que quand je vendais mes cosmétiques saines et belles à l'époque, même si c'était pour me faire un petit peu d'argent de poche, j'avais déjà ce discours-là de, bah, écoutez, si on consomme les produits qu'on a, nous, déjà, on favorise l'industrialisation. Et comme moi, à cette époque-là, je cherchais à m'insérer professionnellement je cherchais du travail, quoi. Et que je voyais toutes les difficultés, je voyais qu'il manquait vraiment des laboratoires que je pouvais intégrer. Je galérais vraiment à ne serait-ce que recenser les laboratoires qui existaient où je pouvais postuler. C'est un truc de dingue. Alors qu'ici, il y en a tellement des labos. Là-bas, il n'y avait pas le choix. Donc, j'avais ce discours-là de leur dire, bah, écoutez, là, il y a du taf, là. Il faut vraiment qu'on favorise l'industrie. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Et en plus, regardez, moi, les produits que je faisais à l'époque, c'était vraiment, c'était des produits qui étaient économes. Donc, je leur disais, vous économisez de l'argent et en même temps, vous faites quelque chose de bien. Donc, il y avait plusieurs avantages. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, il y avait cette fibre-là, un petit peu du Made in Africa. Allez, on y va, on se soutient. Ouais. Et ça plaisait beaucoup aux gens. Ok. Alors, attends, je vais répondre à Déborah parce qu'il y a Déborah qui est là qui me demande c'est quoi le thème du live. Alors, Déborah, c'est une influenceuse beauté. Salut Déborah. Donc tout ce qui est make-up, Afro Beauty, tout ça, elle connaît très bien. Déborah, on fait un live sur la création d'une marque de cosmétiques et donc c'est Josiane qui est là, qui est la créatrice de la marque Iwalewa. Donc tu vas nous en dire plus justement sur parce que donc t'es passée de Saine et Belle finalement à Iwalewa. Alors moi la question que j'ai envie de te poser, j'ai compris que tu as eu un événement déclencheur qui t'a dit OK, en fait finalement tu as testé un peu ton idée. Tu as vu qu'il y avait une opportunité et tu t'es dit, j'y vais. Bon. Qu'est-ce qui a fait, parce que ça c'est pareil, qu'est-ce qui a fait, tu aurais pu avoir l'opportunité d'avoir un poste, un job confortable au Sénégal, etc., avoir, entre guillemets, une vie confortable, tu vois. Qu'est-ce qui a fait que tu as pris ce choix, ce risque, parce que quand on entreprend, on prend un risque, hein, de tout laisser et de venir en France pour ton projet. Qu'est-ce qui t'a donné cette intime conviction que tu avais du potentiel, enfin que ce projet avait du potentiel et de le faire grandir jusqu'à Iwalewa parce que du coup tu as changé, enfin du coup entre-temps il y a eu toute une transformation de ton projet. Et ça c'est important aussi de le montrer parce que parfois entre l'idée qu'on a de base, le concept qu'on a de base, il y a des choses qui évoluent et c'est normal. Enfin, c'est même bien parce que ça veut dire qu'on s'adapte. Ce n'est que ça en fait. Hein. On s'ajuste, on propose, on s'ajuste. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette mutation de ton projet et surtout vraiment avant cette mutation, c'est peut-être le déclic. Le déclic qui a fait que ok, tu t'es dit j'y vais, je tente. Alors déjà pour le déclic, moi j'ai toujours eu cette fibre un petit peu entrepreneuriale et même, ça va paraître bizarre, mais même depuis petite en fait. Sauf que j'arrivais pas forcément à le dire, bien sûr, j'arrivais pas forcément à le verbaliser, mais j'ai toujours eu, tu sais, ce fantasme un petit peu de la femme d'affaires, voilà. Oui, voilà, c'est ça. J'aimais bien tout ça. Sauf que j'ai eu le déclic en deuxième année quand j'étais en biochimie. Parce que avant ça, j'étais intéressée par l'entrepreneuriat, j'étais intéressée par ce monde-là, mais je pensais que c'était réservé à une certaine catégorie de personnes. Donc moi, je me disais bon, je suis une personne lambda, je vais pas faire vraiment des trucs de ouf dans ma vie. Donc je ne pense pas que ça puisse être pour moi. Donc je rentrer un petit peu dans le cheminement classique, on va dire, faire ses études, aller trouver un emploi et puis se marier, faire des choses, faire sa vie un petit peu de façon classique. Et j'ai lu un livre, donc j'étais en deuxième année. C'est pas du tout un livre sur l'entrepreneuriat, c'est un livre sur comment s'occuper de ses cheveux. C'est Grow It Me. C'était tout à l'époque du mouvement Nappy un petit peu. Ça commençait à prendre de plus en plus d'ampleur en France.
Donc, j'ai lu ce livre-là et de Shikoro et elle expliquait comment s'occuper de ses cheveux. Et quand j'ai fini de lire ce livre, ça m'a tellement plu que j'ai eu envie de l'exposer dans une librairie. Je me suis dit, ah, mais j'ai trop envie de partager ce que je viens d'apprendre. J'avais vraiment envie de l'exposer dans une librairie. Et après, le parcours de cette femme-là, même si dans le livre, elle en parlait pas tellement, elle parlait des conseils sur les cheveux en glissant quelques mots sur sa vie, voilà, en disant, ah, bah, j'ai découvert telle technique quand j'étais à l'école, quand je faisais ci. Elle parlait un petit peu de sa vie. Et ça m'a trop inspirée. Je me suis dit, bah, elle, voilà, si elle fait ce qu'elle a envie de faire, voilà, elle a son livre. Si elle fait tout ça, moi aussi, peut-être que je suis capable de le faire. Parce que quand elle raconte son histoire, j'ai pas l'impression que c'était, voilà, une intello de ouf, un génie ou quoi. Mais pourtant, elle a son livre aujourd'hui qui a énormément de succès. Aujourd'hui, on n'entend plus trop parler d'elle parce que c'était vraiment l'ancienne génération d'influenceuses. Mais elle avait vraiment beaucoup, beaucoup de succès. Et je lui ai même écrit pour la remercier. Je lui ai même écrit sur Facebook pour lui dire j'ai adoré votre livre, merci. J'attendais pas qu'elle me réponde, mais elle m'a répondu. J'étais trop contente. Ouais. Et c'est comme ça que tout a commencé. J'ai commencé à apprendre de plus en plus de choses sur l'entrepreneuriat. J'ai commencé à avoir plein d'idées dans ma tête et je suis allée, et je ne sais pas pourquoi, je pense que rien n'arrive par hasard, mais à cette même époque, j'ai vu une annonce sur le salon de l'entrepreneur à Lyon. Et j'avais vu qu'il y avait l'opportunité pour de jeunes entrepreneurs de venir pitcher leur projet devant un jury. Voilà, il y avait un banquier, un comptable, enfin, un avocat, ce genre de profil. Et je me suis dit, ah bah, je vais faire une petite présentation sur le projet que j'ai. À l'époque, c'était un bar beauté avec des cosmétiques personnalisés. Moi, je me suis dit, bah, je vais faire une petite présentation et puis je vais y aller. J'étais super stressée. J'y suis allée et ils ont adoré le projet. Et ça m'a encouragée de ouf. Et c'est de là que j'ai commencé à faire vraiment des recherches à fond. En fait, ouais, là, à y croire. À y croire. En fait, le livre, ça t'a donné l'inspiration. Peut-être ça t'a donné confiance dans ce qui était réalisable et le regard, en tout cas la validation, le fait que tu confrontes un projet à d'autres personnes extérieures, ça t'a validé dans le potentiel de ton idée, quoi. Surtout des personnes qui n'étaient pas du tout, qui n'étaient pas du tout concernées par le problème des cheveux afro, qui n'étaient pas du tout concernées par le problème des peaux noires. Là, c'était vraiment dingue. Ok. Alors du coup, on nous demande juste, je réponds, on nous demande si le live sera enregistré. Donc oui, le live, il va être enregistré et sera. Alors je sais pas comment on fera la manip, hein, mais j'imagine que c'est possible. J'espère qu'on va pas perdre ce live. Je pense que c'est possible de le garder et on le remettra en IGTV. Il sera partagé, donc il y a pas de souci. Donc voilà. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser là. On va pas s'interrompre tout le temps avec Josiane pour répondre à vos questions, mais on prendra un temps à un moment donné pour répondre. Donc n'hésitez pas. Là, l'idée, c'est vraiment de continuer la conversation et de faire se dérouler. Alors, moi, du coup, j'ai une question et je pense que c'est parce que dans le domaine de la alors, peut-être tu vas pouvoir répondre aux deux questions en même temps, mais tu as dit quelque chose de très intéressant. Tu as dit que tu as ton projet qui a été validé. En tout cas, ça a enthousiasmé des personnes d'un point de vue purement business. C'est pas des gens qui ont la connaissance de la problématique du cheveu afro, de la beauté afro. C'est pas des gens qui étaient sensibles à ça, mais ils ont eu une sensibilité business, une sensibilité entrepreneuriale, et ils se sont dit, là, il y a un truc. Donc ça t'a fait. Moi, ce que j'aimerais, c'est par rapport à cette problématique, c'est que tu te dis, tu es quand même dans la cosmétique. Et la cosmétique, c'est pas comme la mode, quoique ça va dépendre si on parle du vêtement pour enfants, des doudous, des là, mais il y a une réglementation. Tu as quand même quelque chose d'assez... tu vois, c'est quand même sur quelque chose d'un peu plus compliqué et qui pourrait décourager plus d'une personne, tu vois. Autant que je fais ma petite tambouille à la maison pour faire mes masques cheveux à la maison moi-même, mais si je devais me dire, ok, je suis une marque de cosmétiques afro, en fait, je me sentirais mais découragée déjà par tout ce qu'il y a et j'imagine que toi aussi, tu as dû découvrir tout ça en fait par toi-même. Donc, en fait, du coup, j'ai deux questions, peut-être tu peux les dérouler. La première, c'est comment tu as fait pour réfléchir à la première, c'est vraiment tout ce qui est business, opportunité, c'est comment tu as fait pour travailler ton positionnement, qu'est-ce qui serait ta différenciation, pourquoi tu as renommé ta marque et qu'est-ce que ça signifie, parce que tu l'as pas encore dit, mais voilà, moi j'ai envie que tu parles de ta marque et du coup ce que ça représente et pourquoi en fait tu es passé d'un bar à beauté justement à des soins que tu faisais au Sénégal, saine et belle, à Iwalewa, qu'est-ce qui explique ça? Donc vraiment le côté plus, je dirais market, tu vois, business market, business opportunité. Et après,
Ok, une fois que ça, tu l'as mis en place, t'as réfléchi, packagé, enfin bref, là-dessus, c'est ok, mais maintenant, ok, maintenant, j'ai ma marque, j'ai le concept, j'ai tout. Comment je fais mes premières formulations, mes premiers packaging, enfin voilà, comment on fait? Et je pense que c'est une question, tu vois, vraiment c'est important parce que tous les parcours sont différents. Moi, mon parcours, il date d'il y a 7 ans et ça se serait pas du tout passé de la même façon si je me lançais aujourd'hui. J'en parle aussi beaucoup dans mon livre, enfin, je vous le dis, des étapes et tout. Mais on a tous des parcours différents, mais il y a des moments où on est tous confrontés à la même chose, quoi. À un moment donné, faut trouver un fournisseur, faut trouver son packaging, faut trouver des clients, il faut passer à l'action. Alors, du coup, comment ça s'est passé pour toi? Donc, la première question, c'est plus la partie branding. Et puis après, vraiment la partie, OK, maintenant, go, quoi. Déjà, alors, juste pour revenir dans le contexte, lorsque j'ai mon premier déclic, je suis en 2e année, donc on doit être en 2013. Ensuite, je lance Senebel en 2016 au Sénégal et je lance Iwalewa en décembre 2019. Donc, juste pour te dire, tu vois la timeline, j'ai eu le temps de changer de projet 10 fois et même 10 000 fois. Ah oui, mais c'est la réalité, c'est bien. Oui. C'est le temps de réflexion, de maturation, mais ok. Oui. Donc, finalement, Iwalewa, c'est fin 2019. Donc, ton bébé, voilà. il n'a pas encore un an. Le lancement officiel. On arrive à 1 an. Voilà. Ouais. Okay. Et donc, comment je passe de tout ça? En fait, il y a eu plein de choses qui se sont passées, mais les éléments clés, ça a été que déjà, moi, je tombe amoureuse. Enfin, de base, depuis que je suis petite, j'aime la cosmétique. Donc, j'ai toujours su que ce soit dans le salariat, dans l'entrepreneuriat, dans le monde professionnel dans lequel je voulais vraiment évoluer, c'était la cosmétique. Moi, je suis fan du pôle recherche et innovation de L'Oréal. Donc, c'était vraiment pour moi, la cosmétique, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Et j'aimais beaucoup les matières, tout ce qui était issu les ressources naturelles, tout ce qui était issu du végétal. Et je tombe amoureuse des huiles naturelles à un cours de biochimie. C'est d'ailleurs ce cours-là qui a fait que j'ai continué en biochimie, où on parlait des huiles. On parlait également des sucres et des protéines, mais bon, ça m'intéressait moins que les huiles. Mais en tout cas, en ayant ce cours-là, en sachant un petit peu les termes chimiques, qu'est-ce qui faisait qu'une huile était bonne, pourquoi, ça m'a poussé à faire énormément de recherches et à la même époque, la cosmétique maison commençait à avoir son pic, on va dire, voilà, commençait à émerger. Et donc là, les tambouilles maison, j'étais à 200, mais j'étais à fond. Je faisais plein de trucs. À un moment, je suis ambassadrice d'une marque qui s'appelle My Cosmetics où je fais des ateliers maison. J'étais VDI. Donc, pendant mes études, je faisais des ateliers maison. J'invitais des copines. On faisait nos préparations, tout ça. Donc, les formules, je les créais moi-même. Quand j'étais arrivée à l'époque où je devais vendre à Senebel, donc en 2016, là, c'était des choses que je créais moi-même. Que je vendais aux personnes. C'était de la cosmétique maison. Maintenant, lorsque je reviens en France pour monter mon projet en bonne et due forme, là déjà, on t'explique que c'est pas comme ça que ça marche. J'étais déjà un petit peu au courant parce que justement, lorsque les filles me demandaient, lorsque les clients me demandaient, vos produits sont au Sénégal, est-ce que vous pouvez me les envoyer, s'il vous plaît, machin, je disais, non, c'est pas possible, ça se passe pas vraiment comme ça. Soit tu les promets des bagages. Mais oui, non, c'est vrai, il y a une rigueur. En fait, tu as été confrontée à une rigueur et une réalité, quoi. Oui. Et donc, je reviens ici. Au départ, je démarche plein de laboratoires en France parce que je me dis, bon, c'est vrai que moi, le Made in Africa, c'est ce que je veux faire. Mais c'était au vu du travail qu'il y avait à faire, au vu de toutes les personnes qu'il y avait à contacter, de la réglementation, je me disais, je vais m'orienter vers un laboratoire français pour les premières années. Et lorsque ma marque se développe, là, je vais vers du Made in Africa, ce sera beaucoup plus facile. Sauf que je démarche les laboratoires français et avec les minima de commandes, moi, j'arrive pas à suivre. Je tombe finalement sur un laboratoire. Je ne sais pas si je t'ai déjà raconté cette histoire, je pense. Je sais que tu as eu une très grosse mésaventure avec un laboratoire. Oui. Voilà. Oui. Mais attends, juste pour resituer. Donc là, tu es encore en mode Senebel. C'est pas encore Iwalewa. Oui, là, je suis Senebel. D'accord. Je suis Senebel vraiment jusqu'à ce moment-là. Donc, je rencontre le laboratoire, je leur expose mon projet. Je leur ai dit, moi, c'est vrai que, je veux fabriquer par votre laboratoire ici parce que c'est plus facile, mais je tiens quand même à
intégrer des matières premières africaines. Parce que voilà, dans mes formules, il y a du beurre de karité. Enfin, ça pousse pas ici. Où est-ce que je vais trouver? Et le laborantin, le chef du laboratoire, il me répond: ah non, c'est hors de question qu'on travaille avec des matières premières africaines parce que c'est que de la mauvaise qualité. Nous, on fait pas ça. Et donc, on commence à discuter, ça commence à s'échauffer un petit peu. Et à un moment, il me dit, bah, OK, faites ce que vous voulez, mais si vous voulez importer vos propres matières premières, on vous fait signer une décharge, comme quoi c'est vous qui avez voulu importer de la mauvaise qualité. Donc, si le produit, en gros, si le produit c'est de la merde, bah, vous aurez signé la décharge et nous, voilà, on s'en lave les mains, quoi. Et donc, je réfléchissais, ça m'a vraiment énervé ce qu'il a dit. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah, écoute, je m'en fiche, je vais vers le Made in Africa tout de suite parce que à ce moment-là, j'avais seulement envie de lui prouver que c'était possible, que je pouvais faire de la qualité en travaillant avec des fournisseurs africains. Et même lorsque je lui ai dit que finalement, je n'avais pas accepté sa proposition et que je partais vers une fabrication Made in Africa, il m'a appelé spécialement pour me dire que mon projet allait se casser la gueule. Pour me dire, ah oui, bah, vous travaillez avec des Africains, bon, bah, ok, enfin, ça va marcher. Non, mais après, ça, c'est une autre réalité. Je pense que ça pourrait faire l'objet d'un live entier. Parce que, effectivement, travailler avec l'Afrique, moi, ça fait 7 ans que je travaille avec l'Afrique, hein, avec l'Éthiopie, tu vois, je fabriquais mes sacs là-bas, les bijoux au Niger, etc. J'ai je pense qu'on partage la même vision, la même ambition d'avoir un impact positif. Moi, c'est pour ça que j'ai créé ma marque. Toi, t'es fan de cosmétiques, donc t'as aussi cet amour, entre guillemets, de la cosmétique, du bien-être, etc. Moi, finalement, la mode, j'aime bien la mode, mais c'était plus un prétexte pour moi. Tu vois, je me suis dit, OK, je vais trouver un beau produit sympa, etc. Mais la réalité, elle est que travailler avec l'Afrique, en tout cas, travailler avec des fournisseurs qui sont loin, et qui n'ont pas les mêmes codes que toi, c'est très éprouvant. Et donc, c'est vrai que les gens peuvent se dire, ah, tu vois, là, il t'a appelé, alors ça, c'est pas très bienveillant. Mais la réalité, elle est que ce n'est pas simple. Moi, par exemple, ça m'est arrivé qu'on me dise, ah, tu fais fabriquer tes sacs en Afrique et tout, ah, ça doit pas être cher, comment ça se fait que tu fais ces prix-là? Mais il faut pas se tromper parce que tu as un prix de non-qualité qui est bien plus élevé, tu as un prix de non-productivité qui est très élevé, du coup, en fait, tu supportes tout ça, en fait. Et donc, ça a un coût, tout ça. Moi, j'ai passé des semaines, je sais pas, tu nous raconteras là comment ça s'est passé quand tu es allé justement faire une formulation Made in Africa. Mais moi, j'ai passé des semaines sur place en Éthiopie, quoi. Enfin, je veux dire, ça a un coût quand tu passes 8 semaines pour piloter une prod, surveiller que tes sacs sortent en temps, en heure et surtout de la couleur que tu as demandé. Hein. On en a déjà parlé, ça me fait trop rire. Voilà. Je veux dire, les gens ne réalisent pas le boulot que c'est et en fait, c'est vrai qu'entre ce qu'on fantasme, ce qu'on idéalise, nos propres valeurs, voilà, cette envie de faire du Made in Africa ou cette envie peut-être de quelqu'un de faire soi-même, cette envie, enfin, t'as cette envie qui t'anime et tu as aussi les contraintes que ça génère. Donc, effectivement, t'es parti du coup vers une formulation Made in Africa et qu'est-ce qui s'est passé alors? Du coup, t'es parti où pour faire ça? Déjà, je suis partie. Déjà, au moment où il me dit, au moment où il me dit tout ça et que je décide que je pars pas avec lui, il y a la problématique de trouver les fournisseurs. Parce que même si je vivais au Sénégal, moi, j'ai pas de réseau professionnel là-bas. Enfin, je veux dire, j'étais élève, j'étais au lycée. J'ai pas de réseau professionnel, sauf quand j'avais Sénébel, où c'était des fournisseurs de matières premières, pas un laboratoire. Donc, quand je commence à démarcher des laboratoires, ceux que je connaissais, soit parce que j'avais postulé, soit parce que c'était des concurrents ou je voyais qu'ils faisaient des cosmétiques, là, c'est là que le problème de la réglementation se pose parce qu'ils ne respectent pas la réglementation européenne. Il y en a qui disent oui, on respecte, machin. Sauf que lorsque tu commences à rentrer dans le détail, à leur dire, OK, envoyez-moi votre certificat, ils te laissent en vue, clairement, comme on dit en 2020. Ils disparaissent tout d'un coup. Ils disparaissent de la circulation. Donc de là, je commence un petit peu à désespérer et je me dis non mais c'est pas possible. Moi, je cherchais beaucoup en Afrique subsaharienne et à un moment, je sais pas comment ça m'est venu. Je sais pas si je sais vraiment plus comment est-ce que ça m'est venu, mais en tout cas, j'ai vu qu'au Maroc, ils fabriquaient des cosmétiques pour la France. J'ai vu, au Maghreb en tout cas, pas seulement au Maroc. Et donc là, je décide de partir là-bas, de leur demander si ils font des cosmétiques selon la réglementation européenne. Je trouve un laboratoire et finalement, ils me disent c'est OK. Donc au départ, je sais pas,
je pense que tu dois avoir le même ressenti que moi. Mais quand tu travailles avec des partenaires africains, au départ, c'est toujours tout beau, tout rose, tu vois. Oui. Quand tu creuses, plus tu creuses et plus il y a une couche de choses pas très jolies qui arrivent. Donc, au départ, c'était tout beau, tout rose, tout allait dans les temps. Ils étaient super, voilà, réactifs. Mais plus on allait et moins il y avait de la réactivité, moins il y avait de l'écoute, moins il y avait du service. Et à un moment, je me rends compte que ils n'étaient pas encore certifiés. Ils étaient en train de passer la certification. Mais bon, enfin, au final, tout s'est bien passé. Ils avaient la certification. Et comment on a fait pour les formules? Là, j'ai eu de la chance parce que j'avais déjà des formules à moi. Donc, il suffisait juste de les ajuster, en fait, de les industrialiser, on va dire. Après, pour la réglementation européenne, tout se fait par un laboratoire, un cabinet de toxicologie. Donc, il faut leur envoyer des échantillons des produits qui sont déjà finis. Donc, bon, mais avec le cabinet que j'avais trouvé aussi, ça s'est très, très mal passé. Bon, bref, je crois qu'un live suffirait pas pour tout raconter. Donc, je vais m'arrêter là. mais du coup, c'est intéressant parce que bon, ça montre que voilà, tu es passé à l'action, tu as ta vision, donc ta vision te guide vers des choix. Tu te retrouves avec un labo au Maroc. Bon, il y a une réalité derrière le papier qui paraît tout beau, mais qu'est-ce qui se passe du coup à ce moment-là? Tu sors une production parce qu'en fait, ça aussi c'est une question qu'on me pose souvent, moi dans mon groupe ou sur voilà. Mais à quel moment tu produis? Comment tu sais ce que tu engages? Et surtout aussi, à ce moment-là, est-ce que tu as commencé à débourser de l'argent? Parce que si tu veux, c'est aussi ça quand tu te lances ou quand tu as un projet de marque, tu as cette question de budget. Et ça peut paraître, tu vois, quelqu'un qui connaît pas se dit mais attends, pour lancer une marque de cosmétiques il faut un budget de ouf, enfin tu vois, pour faire des formulations comme alors toi tu faisais tes propres formulations, mais peut-être que quelqu'un qui fait pas de formulation, etc., se dit c'est carrément inaccessible en fait, c'est pas possible. Est-ce que par rapport à ça tu peux répondre, dire rapidement voilà comment on fait quand on est étudiante quoi, et puis qu'on se dit ok, je lance ma marque, je trouve un labo. Est-ce qu'à ce moment-là tu as des économies, tu investis tes économies? Est-ce que parce que tu parlais de minimum de commandes, est-ce que du coup ta production tu sais à qui tu vas la vendre? Tu as déjà travaillé des précommandes? Est-ce que tu as déjà une communauté? Enfin voilà, est-ce que tu peux expliquer un peu tout ça? Il y a tellement de choses. Oui, alors, du coup, bon, c'est vrai, moi, je sais ce que c'est. Quand on doit raconter son parcours, c'est souvent, on peut pas s'en empêcher, quoi. C'est normal parce que c'est du vécu, mais si tu devais faire une version, je dirais une version un peu courte et Oui, assez objective, c'est de dire, ok, est-ce qu'à ce moment-là, concrètement, tu avais des économies quand tu avais mis de l'argent de côté en te disant, ok, parce que tu travailles pas à ce moment-là. Non, ça dépend. J'ai travaillé un moment, puis j'ai arrêté de travailler. Mais à un moment, je travaillais justement pour avoir les économies. J'ai fait plein de petits jobs différents pour avoir les économies nécessaires. Effectivement, en termes de cheminement, en termes de démarche, si je devais donner des étapes, au départ, je n'investis pas d'argent. Au départ, quand je suis en discussion avec le laboratoire, je n'investis pas d'argent. On signe un contrat, un accord de confidentialité. On travaille comme ça. Ils ne me demandent rien, voilà, avec les fournisseurs de matières premières, parce que pour tester nos formules, il nous fallait des matières premières. Mais moi, je leur disais, bah, écoutez, on veut créer des cosmétiques, envoyez-nous vos produits, par exemple, votre beurre de karité, voilà, vos échantillons sous forme d'échantillons. Et si ça nous plaît, si on teste et qu'on voit que c'est de bonne qualité, on achète chez vous. Donc, c'est comme ça que ça se passait. Et tu vois, les échantillons, chez les producteurs, en général, c'est 2 kilos de karité. C'est suffisant pour faire des petits tests, tu vois. C'est conséquent. Donc, au départ, j'évite vraiment de débourser de l'argent parce que l'argent, j'en ai pas. Donc, je ne vais pas commencer à en dépenser n'importe comment. Et comment je fais en termes de financement? Bah, j'investis mes économies. Je pars en love money, je demande l'argent à la famille. Ensuite, je pars dans des démarches de prêt bancaire. Parce que effectivement, en cosmétique, en fait, surtout en Europe, c'est la réglementation qui peut coûter. Après, c'est selon les projets, selon quel produit on a envie de mettre sur le marché. C'est pas tout le temps les mêmes prix. On peut tout à fait faire quelque chose à petit budget. Il faut juste voir le produit en fonction et bien bosser sa stratégie. Mais en tout cas, moi, je sortais 2 produits en même temps, avec une méconnaissance à cette époque-là des petites astuces que j'aurais pu mettre en place pour économiser de l'argent. Donc, par exemple, faire tester déjà pour le cabinet de toxicologie
qui m'a effectué les tests. Franchement, en fait, en cosmétique, il y a, par exemple, quand on expose son projet à un cabinet de toxicologie, il y en a qui vont plutôt te donner tout le déroulé des tests à faire. Je pense aussi pour se faire un maximum d'argent. Alors que parmi le déroulé, il y a des tests qui sont obligatoires et des tests qui ne sont pas obligatoires. Ouais. Et moi, tu vois, si j'avais eu à cette époque-là assez de connaissances, j'aurais pu dire, bah ça, j'en ai pas besoin. Ça, au pire, je peux le reporter, je peux le faire dans quelques mois lorsque voilà, je serai bien établie. Mais j'ai pas eu la connaissance de faire ça. Donc, j'ai fait toute la panoplie et j'aurais pu économiser de l'argent dessus. Donc, des petits trucs comme ça que j'ai pas fait qui ont fait que ça a grossi un petit peu mon budget. Mais en tout cas, pour le financement, c'était mes économies, Love Money, campagne de crowdfunding, prêt d'honneur, prêt bancaire. Alors, la campagne de crowdfunding, là, on est encore en. Parce que moi, je l'ai vu, ta campagne de crowdfunding, je l'ai vu passer, mais tu passais en Iwalewa à ce moment-là. Oui, j'étais déjà passée à Iwalewa. Plus Annabelle. Alors, qu'est-ce qui a fait? Parce que du coup, j'imagine, derrière, il y a du branding, t'as retravaillé plein de choses, ton positionnement, peut-être ton offre, t'as réfléchi à tout ça. Du coup, bon, là, tu nous as expliqué, voilà, t'es allé voir tu nous as pas raconté exactement si t'as terminé avec eux ou pas, parce qu'aujourd'hui, concrètement, tu as fini de travailler avec ce labo ou comment ça s'est passé, ça s'est fini comment? Parce que, de mémoire, quand on s'était eu au téléphone, t'avais eu une grosse galère, c'est-à-dire que en gros, le labo avait fermé et que t'avais quand même des choses en cours. Ta production, t'étais même pas sûre qu'elle sorte. Moi, de mémoire, mais c'était du coup bien avant, effectivement, voilà. Et est-ce que finalement cette situation qui a été assez violente, parce que moi je me mets à ta place, tu vois. Moi, je me suis déjà retrouvée avec un atelier qui me dit on doit livrer dans 2 semaines et qui me dit on n'a rien commencé, tu vois. Et toi, tu dois livrer des boutiques, t'as une prod en cours, et genre l'atelier te laisse tomber mais complètement. Et c'est là où on voit, je sais pas, mais je pense que c'est tellement une épreuve, c'est tellement violent parce que ça remet en cause tout ce pourquoi tu as fait des sacrifices, comme tu dis, tu as été chercher de l'argent à droite à gauche, tu as mis des économies, tu as travaillé pour ça, tu dors, tu vis, tu manges pour ça. Et c'est là où finalement, on trouve la ressource. Et quand on dit oui, il y a une phrase comme ça, ce qui compte, c'est pas les problèmes, c'est les solutions. Il y a une phrase comme ça. Mais en fait, quand tu dis ça, tu ne maîtrises pas, tu te dis ouais ok c'est beau sur le papier, mais quand tu es face à un problème qui est tellement important que ça remet en question quelque chose de majeur pour toi, effectivement tu as 2 réactions, et je pense que quand tu es entrepreneur, ta réaction c'est de dire ok, comment je sauve ma situation, qu'est-ce que de cette situation, qu'est-ce que j'en tire, et du coup j'ai envie de te poser la question, est-ce que cette situation elle est à l'origine, est-ce qu'elle a généré chez toi ce repositionnement? Est-ce que ça a été finalement de cette crise, hein? Est-ce que tu en as fait une opportunité? Est-ce que tu en as tiré de leçons? Comment tu as fait pour pas juste t'effondrer, tu vois, et dire ok j'arrête, tu vois, parce que c'est possible, on a le droit aussi de dire j'arrête, enfin tu vois, je pense que surtout mais c'est aussi, en fait, moi c'est ma lecture extérieure, hein, mais j'ai le sentiment que aussi le fait de dire ok je change de nom, etc., c'est une façon de dire ok ça j'arrête, je recommence différemment. Voilà, donc je te laisse peut-être développer ça, mais... Déjà, pour le changement de nom, c'était pas à cette époque, j'avais déjà changé de nom à cette époque-là, là où le labo a fermé. Mais pourquoi est-ce que j'ai changé de nom? C'est que j'ai commencé à fréquenter un incubateur parce que je me sentais très seule lorsque je me suis mise sur le projet. Donc, j'ai vu un concours, j'ai postulé et ils m'ont dit, bah non, votre projet, il n'est pas suffisamment avancé, mais allez postuler à celui-là, vous avez vos chances. Donc, j'ai été prise, c'était le concours Lyon Startup où il y a 100 candidats, on doit pitcher le projet chaque mois et demi, je pense, et il y a des éliminés un petit peu chaque mois et demi. Enfin, c'est un peu comme Koh-Lanta. Et à la fin, on se retrouve finaliste. Et à ce concours-là, on travaille souvent en groupe, il y a des cours collectifs, des enseignements. Et je rencontre un ami qui était, pour moi, c'est un génie du marketing. Voilà, il avait fini ses études, il était très jeune, hein, mais il connaissait beaucoup de choses et surtout en design, il avait un esprit créatif qui était extrêmement développé. Donc, donc, je lui dis, est-ce que tu peux m'aider à brander un petit peu Scène est belle, je cherche un nouveau logo, je cherche à moderniser tout ça. Et à un moment, on se pose un brainstorm dans une salle, voilà, où on avait les cours collectifs. On se pose dans une salle sur le tableau, on commence à faire du brainstorming et il me dit, et il dessine sur son cahier comme ça les différentes façons d'écrire Scène est belle.
on voit pas, ça nous plaît pas, on se dit, bah, c'est bizarre, non, j'aime pas ça, qu'est-ce qu'il y a? Et à un moment, il me regarde, il me dit, tu sais quoi, Josiane, je pense que le problème, c'est pas le design, le problème, c'est ton nom. Parce que quand tu me parles des valeurs que tu portes, le Made in Africa, cette appartenance culturelle, tout ce que tu vends, moi, je La beauté l'entends afro, pas. Oui, voilà. le côté... Moi, quand j'entends Seine est belle, je le vois pas. Et je crois que c'est pour ça qu'on n'arrive pas à représenter. Et c'est là que j'ai plutôt commencé à m'orienter vers d'autres noms et on a commencé à discuter, à se dire, bah, et si on s'orientait pas vers des noms africains, des choses qui signifient vraiment quelque chose pour toi? Et donc, je fais plein de recherches, et je tombe sur une expression Yoruba, Iwalewa, qui m'a interpellée parce que mon père est Yoruba, en fait, du Nigeria. Et donc, ça m'a interpellée, ça signifie le caractère et beauté. En gros, la personnalité prime sur le physique. Donc, j'adore l'expression. Il y a un livre, il y a un musée, il y a plein de choses autour d'Iwalewa, de cette expression-là. Et j'adore la signification. J'envoie un texto à mon ami en lui disant, ah, j'ai trouvé Iwalewa. Par contre, je déteste, je n'aime pas, je trouve que c'est trop long. Je trouve que, je sais pas, j'arrive pas à accrocher. Et lui, il adore. Il me dit, mais si, je dis, mais pourquoi on n'appellerait pas plutôt Iwa ou Ewa, Ewa qui est beauté? Et il me dit, non, mais Iwalewa, ça le fait trop. Il commence à designer dans son même cahier de brouillon. Il me montre des drafts et je tombe complètement amoureuse du nom, de la marque. Et c'est comme ça qu'on est parti en Iwalewa. Et là, on était en 2018, je pense. Donc, en fait, ça a été vraiment un moment où tu as remis en phase ton projet, tes valeurs et le côté purement branding. Parce que le logo fait partie, le logo, le nom de la marque, hein, ça fait partie intégrante de la marque. Et alors, du coup, de l'ADN de ton branding. Et ce qui est intéressant, et tu vois, t'en es la preuve, parce que moi, je le dis aussi aux personnes qui veulent se lancer et tout, des fois, on fait une fixette comme ça sur son nom, sur son logo. Oui. Alors que, en fait, avant d'être une marque internationale reconnue partout, qui ne peut pas changer son logo comme ça, il va se passer un peu de temps. Donc, en fait, on peut très bien partir avec une idée de logo, un premier logo tout simple. Alors, toi, tu as eu la chance d'avoir quelqu'un qui a pu t'apporter son expertise. Mais finalement, en fait, on peut très bien, j'imagine que ton premier logo, Seine est belle, c'est peut-être toi qui l'as fait toute seule. Tu vois, donc... Ma sœur. Voilà, non mais on peut se débrouiller avec une première idée et on peut la faire évoluer. C'est quelque chose aussi que parce que des fois, j'ai fait une vidéo là-dessus, mais parce que, tu sais, j'ai rencontré des personnes qui se crispent tellement parce que la marque, c'est un peu ton bébé. Et donc, le nom, tout ça, on a un peu l'impression qu'il faut que ce soit, faut le meilleur. Tu vois, c'est un peu comme tes enfants, tu veux le meilleur pour tes enfants et tout. Et donc, tu as des gens qui déboursent des budgets de folie juste pour avoir un beau logo et tout. Et il n'y a pas besoin. Parce que, comme tu dis, on peut finalement faire évoluer quelque chose. C'est même bien quand ça se passe comme ça. Parce que là, tu l'as mis en adéquation avec des valeurs qui, elles, n'ont pas changé, en fait. Donc, on est sur le même... D'accord. Ok. C'est exactement ça. Ok. Donc, du coup, quand on arrive à la production, pour ta deuxième question, quand on arrive à la production, déjà, il y a eu tout un tas d'événements qui se sont passés. Enfin, le laboratoire me cachait des choses, me cachait ses problèmes de trésorerie. Bon, voilà. Et un jour, donc, je suis là et la directrice du laboratoire m'envoie un SMS. Est-ce qu'on peut parler? Donc là, je pressens déjà qu'il y a quelque chose de grave. Et elle m'appelle, je lui dis, OK, on s'appelle. Et elle me dit, voilà, en fait, on va pas pouvoir faire votre production, sachant que j'avais déjà mené ma campagne de crowdfunding, que j'étais en retard de plusieurs mois pour la livraison. J'étais censée livrer en mars 2019. Et là, on était, je crois, en août 2019. Donc, tu te rends compte, j'avais la pression parce que moi, encore, il n'y a pas énormément de choses qui me touchent, enfin, je veux dire, qui peuvent, voilà, mais je ne voulais pas perdre la confiance des gens. C'était vraiment un truc, je le vivais mal. Et donc, quand elle me dit, on va pas pouvoir faire votre production, je lui dis, ah oui, pourquoi? Elle me dit, non, en fait, on passe en liquidation judiciaire, on a beaucoup de problèmes, nos fournisseurs, on n'arrive pas à les payer. Et on a ci, on a ça. Et tu vois, de tout le projet, depuis 2013, moi, je suis quelqu'un d'assez déterminé, d'assez un peu beaucoup borné. Donc, depuis 2013, j'avance, je suis un peu butée, j'avance, et voilà. Mais de 2013 à 2019, ça m'est jamais venu à l'idée de faire autre chose. Mais quand elle m'a parlé, pendant cette conversation, c'est la première fois pendant une milliseconde que je me suis dit, c'est fini. Ouais. Et je réentends la voix dans ma tête qui dit, c'est fini.
Et ça a duré peut-être une milliseconde, mais je sais pas, je m'en rappelle comme si c'était hier, quoi. Et elle, comme elle était aussi assez découragée, elle a eu beaucoup d'épreuves avant même, avant même de m'en parler, ça a duré depuis plusieurs mois. Elle était assez découragée, elle me disait, bon, on va abandonner. Elle me disait, oui, on va laisser. Elle parlait de laisser tomber, en fait. Oui, en fait, elle projetait oui, voilà. cette situation sur toi. Exactement. C'est sûr que toi, elle te mettait dans l'embarras, mais en plus, j'imagine qu'il y avait, parce que dès qu'on travaille avec des fournisseurs, dès qu'on est à échelle humaine, tu vois, quand on est pas des petits créateurs, mais quand on est des créateurs indépendants, tu vois, donc on se déplace, on crée des liens, forcément, il y a de l'humain, en fait. Et du coup, dans ce que tu dis et dans ce que j'entends, tu as eu de la compassion pour cette femme cet atelier, dans le sens où je me dis, à un moment donné, quand elle arrive avec tous ces problèmes et qu'elle te disait, oui, ça va être difficile, tu dis, elle-même, elle a souffert, quoi. Tu le dis aujourd'hui. Peut-être que sur le coup, tu lui disais pas parce que tu étais en colère. non, mais je sais, parce que moi, je vis ça avec mes ateliers. Sur le coup, tu es en colère. Tu te dis, mais c'est pas possible. Pourquoi ils m'ont pas dit comment on en est arrivé là? Pourquoi ils m'ont embarqué? Pourquoi ils m'ont embarqué dans cette galère? Mais, tu vois, aujourd'hui, tu en parles avec le recul et tu as dit, elle avait déjà beaucoup souffert avant, tu vois. Donc, tu sais que ce n'a pas été volontaire, c'était pas du sabotage. C'est pas comme le premier qui t'a dit, qui t'a snobé là et qui t'a dit, vas-y, va avec tes fournisseurs africains. Tu vois, c'est pas du tout les mêmes postures. Et donc, tu as été très en colère sur le coup, ce que je peux comprendre, hein, parce que c'est normal. Aujourd'hui, avec le recul, tu as quand même cette bienveillance à son égard où tu te dis, ouais, elle a déjà traversé quelque chose de pas facile, elle m'appelle, elle me dit, voilà, c'est fini. Et limite, elle te le dit tellement, c'est fini, avec le cœur, que toi, tu le prends pour toi et tu te dis, ok, mon projet aussi à moi, c'est fini, quoi. Tu vois, il y a eu une forme de fusion un peu. Oui. Voilà. C'est vrai que sur le coup, je suis très en colère parce que je suis en colère du fait qu'elle m'ait caché ça. Parce qu'elle avait déjà l'habitude de cacher des choses. Et moi, je lui disais, bah, en fait, c'est quand il y a des... Parce que, tu sais, quand on est fournisseur, et encore plus en Afrique, même si elle n'est pas africaine, elle est française qui vit au Maroc, qui travaille là. Tu disais, ok, elle te cachait des choses, elle t'annonce ça, tu te dis, ok, c'est fini pendant une milliseconde. Et alors, du coup, qu'est-ce qui fait que... du coup, il y a Solène qui me dit coucou. Et qu'est-ce qui fait finalement que pourquoi ça n'a duré qu'une milliseconde et que tu t'es pas effondré, déjà, de 1. Et voilà, quoi. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu cette niaque, tu vois, qui est revenue et qui t'a dit, ok, je continue, c'est pas grave. Parce que tu avais, comme tu dis, en fait, et c'est intéressant, hein, à partir du moment où tu vends un produit, tu as quand même des clients, toi, qui t'ont fait confiance. Et tu t'as dit, et je peux comprendre, tu vois, quand tu fais les choses avec du cœur, avec t'as des valeurs et tout, bah forcément tu dors pas très bien quand tu sais que les gens ils attendent après toi. Non, pas du tout. Ils t'ont fait confiance, ils t'ont donné de l'argent, tu vois. On voit des mails pour t'excuser. Non, mais du coup ça va être intéressant parce que est-ce que finalement c'est pas eux qui t'ont, tu t'es dit non mais il faut que j'arrive à faire quelque chose. Qu'est-ce qui a été le moteur de ok, je continue? Bah, honnêtement, je ne peux pas dire vraiment qu'est-ce qui a été le moteur. Je ne peux pas dire exactement ce qui a fait que je ne me suis pas effondrée, comme tu l'as dit. Mais en tout cas, quand elle parlait et qu'elle me donnait toutes les raisons, je sais pas, elle m'a dit, voilà, en fait, elle m'a dit tout le personnel est en grève, personne ne peut travailler, il ne reste que Youssef et moi. Et je sais pas, à un moment, je pars sur ces mots-là et je dis, ok, bah, Youssef fait la production. Et elle dit non, mais la machine est cassée. Je dis ok, on divise la production en 2, vous les faites à la main. Et je me vois, je reprends ma feuille, ma petite feuille à côté, j'avais une feuille et un stylo. Et je commence à calculer quelle quantité, combien de grammes il me faut pour livrer tout le monde. Donc, je commence à calculer, je dis, écoutez, on peut diminuer la production de ça, vous allez faire ça, vous avez des bacs de combien? Et elle dit, non, mais laissez tomber, madame. Je dis, non, mais vous avez des bacs de combien? Elle me dit, ok, c'est des bacs à la main, c'est des bacs de 5 litres. Je dis, ok, bah vous faites à la main 5 litres. Elle me dit, mais c'est pas possible, on peut pas faire ça. Et je lui dis, non, mais alors vous allez chercher un fournisseur parce qu'ils sont dans une zone industrielle. T'es passé en mode solution. Oui, voilà. À tout prix, coûte que coûte. Et à tout prix, ouais. C'était pas possible, je sais pas pourquoi, mais c'était pas possible pour moi d'abandonner là. Donc, ils sont dans une zone industrielle et je leur ai dit, bah, écoutez, vous êtes dans une zone où il y a beaucoup de gens à côté qui ont des machines. Est-ce que vous pouvez pas aller demander si quelqu'un a une machine?
Et elle disait, bah non. Et je lui dis, bah si, essayez pour voir. Bah oui. Elle arrêtait pas de me dire, non mais c'est fini, laissez tomber. Et je lui disais, écoutez, non, parce que moi, il y a des gens que je dois livrer. Donc, ok, vous avez pris la décision d'arrêter, mais moi, j'ai pas pris cette décision-là, en fait. Pourquoi, Oui, vous ne pourquoi pas vous avez subir, décidé quoi. de moi? Oui, voilà. Et finalement, le partenaire qu'elle a trouvé, parce qu'elle est finalement allée chercher un partenaire qui a bien voulu reprendre la production, et c'est Ah. cette même personne qui a racheté le laboratoire derrière. Ok, d'accord, ok. Donc en fait aujourd'hui, tu travailles toujours avec ce laboratoire finalement qui a été racheté, c'est ça? Alors, je suis entre deux parce que quand ça a été racheté, il y a eu plusieurs D'accord. aménagements, il y a eu plusieurs changements. Et finalement, quand il a été racheté, il y avait une nouvelle équipe qui est arrivée. Ouais. L'autre équipe, vu qu'ils avaient des impayés, ils n'étaient pas payés, voilà, ils avaient fait grève, tout ça, ils commençaient à partir petit à petit. Et bizarrement, je me suis retrouvée toute seule avec la directrice du laboratoire, enfin toute seule, c'est-à-dire que les personnes d'avant, quoi. Oui, ouais, voilà. ils sont partis, Je me suis retrouvée toute seule avec elle et aujourd'hui, je travaille encore avec elle. Elle a quitté le laboratoire, mais je continue de travailler avec elle. D'accord, ok. Mais du coup, elle est en tant que quoi, que laboratoire ou... Bah, elle est indépendante. Elle me met en relation. En fait, elle est un petit peu mon pied-à-terre. Ouais, Oui, voilà. quoi. Au Maroc, oui, voilà. J'ai pas, si je peux pas me déplacer ou quoi, elle me cherche des laboratoires parce qu'elle a plein de contacts. Elle fait l'intermédiaire. Elle vérifie que tout se passe bien. Elle vérifie que les formules sont selon le cahier des charges qu'on a demandé. Là, on travaille sur de nouveaux produits ensemble. Donc, c'est elle qui fait un petit peu le lien. Qui dit ah non mais ce produit là c'est pas bon, elle va pas aimer machin et voilà, on continue comme ça. D'accord, ok. Donc finalement t'as été jusqu'au bout, t'as livré tes clients avec un peu de retard, bon t'as expliqué et tout, ça c'est de la gestion commerciale et finalement t'as été au bout, enfin je veux dire là tu démontres bien par cette explication, enfin même pas c'est pas une explication mais par ton parcours que c'est un parcours qui est semé d'embûches en fait qu'on ne maîtrise pas parce que en fait c'est aussi ma conviction profonde. Hein. J'ai d'ailleurs, j'en parle pareil. On parle du mindset entrepreneur. Souvent, on se dit ouais, ça peut être un peu du bullshit, tout ça et tout. Mais en fait, non. Je pense qu'à un moment donné, quand tu es entrepreneur ou quand tu es à ton compte, à partir du moment où tu sors d'un système qui est formalisé, tu es obligé d'être dans l'adaptation. Tu es obligé finalement. Tu prends le contexte. Tout ce que tu maîtrises, c'est de ta responsabilité. C'est un peu ce que tu as fait. Hein. Tu as pris une feuille, tu as dit, OK, ça, qu'est-ce qu'on peut faire Tout ce que tu peux maîtriser, c'est de ta responsabilité de trouver des solutions. Quand ce n'est pas de ta responsabilité, alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais des fois, il faut se dire, OK, comment j'ajuste, tu vois qu'est-ce que je te concentrer sur ce que tu maîtrises. Et je pense que c'est vraiment la clé. Alors, du succès, quand on dit ça, ça paraît être un peu bateau, mais je pense que c'est ce qui fait que tu restes en mouvement. Parce que l'entrepreneuriat, c'est que ça. Tu restes en mouvement. C'est un peu ce que tu dis. Tu vois, pendant une milliseconde, elle t'a dit, OK, c'est fini. Donc, il y a ce moment où tu te dis, OK, j'arrête tout. Et il y a le moment où tu te dis, non, mais attends, là, qu'est-ce que je peux faire? Et donc vraiment, c'est intéressant parce que je pense que derrière aussi, si tu n'avais pas eu cette campagne de crowdfunding, si tu n'avais pas des gens derrière toi qui attendaient, derrière toi, qui voulaient tes produits, à qui tu avais vendu une expérience et tout machin, bah, peut-être que tu n'aurais pas eu cette, tu vois, ce regain de te dire, mais attends, c'est pas possible. Mais là, tu t'étais confronté à la réalité, quoi. Tu dois livrer. Et c'était pas négociable. Et moi, j'ai vécu cette situation, donc je sais à quel point c'est moteur. C'est pas négociable, en fait. Le gars en face, il te dit non, mais et toi tu dis bah si, parce qu'en fait, si, ouais. Et toi, et les fournisseurs, ils n'ont pas d'impact pour eux, tu vois, à la limite, bon bah ils ferment, c'est fini. Mais toi, comme tu dis, tout ce que tu as construit, toute la confiance que tu as mis en place, tout ça, bah paf, tout s'effondre. Donc tu as essayé de sauver les meubles, tu as sauvé les meubles, et alors du coup, là, parce que c'est vrai que du coup on a fait tout ton parcours. Moi, j'ai envie de te poser cette question, c'est le budget, tu nous as expliqué comment tu as fait. OK, comment tu as finalement validé un peu cette fibre, même si tu l'avais depuis toujours? C'est à un moment donné, tu as confronté ton projet à un regard extérieur, ça t'a validé aussi, d'accord? Tu nous as expliqué plein de petites choses de ça, comme ça, mais du coup, toi, de ton parcours, c'est quoi les trois, ou je sais pas, je dirais les trois, parce que moi j'aime bien tout ce qui est trois, mais finalement, les trois conseils ou les trois choses qui ont fait selon toi que tu en es encore là aujourd'hui, que tu es là aujourd'hui, et qui ont fait la différence sur ton parcours?
C'est peut-être pas toi, hein, c'est peut-être juste une chose, tu vois, mais finalement, au fond de toi, voilà, qu'est-ce qui a fait la différence sur ton parcours? C'est quoi la grande leçon et qui te sert aujourd'hui? Parce que forcément, de ça, t'en as tiré des leçons. Et forcément, ton projet, enfin en tout cas l'entrepreneuse, entrepreneureux ou entrepreneuse, je sais jamais. Alors moi, je dis entrepreneuse comme ça, tout le monde a compris que je suis pour le power, power girl power. Mais c'est finalement celle que tu étais parce que ça t'est arrivé il y a à peu près un peu plus d'un an, enfin du coup mars 2018, etc. Mais l'entrepreneuse que tu étais à ce moment-là, qui avait déjà quand même traversé pas mal de choses, et aujourd'hui, t'es encore différente, t'as grandi dans ton projet. Et du coup, qu'est-ce qui, selon toi, a fait que tu es arrivé du chemin A au chemin B, là, aujourd'hui, où tu en es? Si je devais donner 3 choses, je dirais la première, c'est la foi. La foi, pas forcément pour parler de croyances religieuses ou quoi que ce soit, parce que c'est chacun, ça c'est personnel, tu vois, mais la foi en soi. Parce que comme je disais tout à l'heure, moi j'ai cette fibre, je ressens en tout cas cette fibre depuis que je suis petite. Donc, je me suis toujours vue avec une certaine destinée. Alors, je ne peux pas te dire laquelle, je ne peux pas te dire quoi, mais j'ai toujours eu l'impression que la place, ce que je suis en train de faire maintenant, c'est ce pourquoi je suis faite. Donc, le fait d'avoir cette foi-là et de me dire, ça me laisse pas le choix parce que je me dis, je suis ici, j'ai pas d'autre choix parce que j'ai été faite pour ça. Alors, si ça se trouve, c'est pas vrai. Hein. Si ça se trouve, ma destinée, c'est complètement autre chose. Oui, mais en tout cas, c'est pas vrai, c'est dans notre tête. Hein. Oui, tu parles de croyance. Donc, toi, tu as une intime croyance. Tu sais, enfin, l'entrepreneuriat, ça fait appel à des ressorts psychologiques et internes qui sont très forts. C'est ça. Mais d'ailleurs, même quand on n'est pas entrepreneur, dans notre vie de tous les jours. Hein, et en fait, c'est intéressant parce que tu parles de ta foi. En fait, tu as une vision très claire. Et donc, c'est tellement ancré en toi que c'est pas que l'échec n'est pas possible parce qu'on a tous, alors l'échec, le mot échec, mais c'est que ça ne remet pas en question ta vision et ça ne remet pas en question le chemin que tu veux faire parcourir pour atteindre ta vision. Donc, du coup, on peut utiliser le terme foi. Moi, ça me va très bien, une foi en soi. Je trouve que c'est ça. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'accompagnement. Tu disais que tu es passé par un incubateur, par exemple, parce que des fois, est-ce que ça aussi, ça a joué, le fait que tu étais entourée, que tu n'étais pas toute seule Totalement. Le fait d'être entourée, mais pas forcément juste pas forcément juste être entourée, parce que être entourée, tu sais, c'est facile. Mais être entourée de personnes qui t'inspirent, être entourée de personnes qui vont vraiment te pousser, c'est autre chose. Et je pense qu'avec les incubateurs, à un moment, j'étais accro aux incubateurs. Hein. Maintenant, c'est plus trop le cas, mais à un moment, j'étais dans tous les réseaux, dans toutes les soirées d'entrepreneurs. Donc, c'était en fait de voir des personnes avoir un certain parcours, ça normalisait ma situation. Par exemple, lorsque j'étais en campagne de financement, j'ai pas fréquenté des gens qui me disaient, parce que ça, je l'ai su par la suite, parce que j'ai fréquenté des personnes comme ça par la suite, mais pendant que je le faisais, je fréquentais des gens qui faisaient des levées de fonds, qui avaient des prêts bancaires, donc ça normalisait un peu mon parcours. Par la suite, lorsque j'ai obtenu mon prêt bancaire, j'ai eu à discuter avec des personnes qui m'ont dit, le prêt bancaire, j'ai essayé, de toute façon, c'est pas la peine, tu sais, nos projets africains, là, machin, ça se finance pas. Et à ce moment-là, je me suis dit, si j'avais fréquenté des gens comme ça pendant ma période de financement, je serais pas arrivée là où je suis maintenant. Tu te serais mis des freins, quoi. Voilà. Donc, fréquenter des personnes qui sont à un stade où je veux être. J'ai fait beaucoup de concours entrepreneuriaux et mon but, je dis souvent, mon but, c'était pas forcément de gagner, même si gagner, c'est bien, j'aime bien avoir des prix, mais mon but, c'était pas de gagner, c'était surtout d'arriver au même stade, c'était de me démener, arriver au même stade que mes concurrents, parce qu'ils étaient la plupart du temps beaucoup plus avancés. Ils avaient déjà leurs produits, moi je vendais rien, j'avais que des problèmes de production. Eux, ils avaient du chiffre d'affaires, donc je me démenais et à la fin du concours, je me retrouvais au même stade des personnes avec qui j'avais concouru. Et ça comme ça, je passais. En fait, ça te validait. Oui, voilà. Tu cherchais une forme de comme ça de concours à concours. Exactement. Et c'était juste pour avancer dans mon projet. Donc, je pense que c'est important d'être plongé dans un environnement de personnes inspirantes qui vont vraiment nous tirer et qui sont au stade où on voudrait être. Et aujourd'hui, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que
aujourd'hui, on a les moyens. Alors, toi, tu parles des incubateurs, des réseaux qu'on peut circuler. Mais en fait, aujourd'hui, on peut s'inspirer. Et tu vois, moi, j'ai fait une chaîne YouTube, j'ai écrit un bouquin, mais il y a des podcasts. Tu peux trouver de l'information. Tu as des sites internet, tu as des blogs, tu as les TEDx. Enfin, aujourd'hui, si quelqu'un cherche à s'inspirer, donc il y a effectivement l'entourage immédiat. Et des fois, on n'est pas dans un entourage qui est favorable à l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que les gens, ils ont tous leur peur. Les gens, notre entourage nous aime et a ses inquiétudes et projette ses propres inquiétudes sur toi. Donc, parfois, ton entourage ne va pas te porter vers ton aspiration, vers ta vision, va même avoir tendance à l'éteindre un petit peu, tu vois. Et on n'a pas tous la chance d'intégrer des incubateurs. Et moi, c'est ce que je dis souvent aux gens, enfin, en tout cas, c'est ce que j'essaye aussi de partager. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, tu vois, ou mon groupe. C'est pour dire, mais voilà, c'est possible, en fait, ça existe. Et en fait, on peut vivre tu vois, de ta marque, de ma marque. On n'est pas obligé d'être L'Oréal, on n'est pas obligé de passer à la télé, on n'est pas obligé de faire des pubs dans le métro. C'est pas ça, en fait, le business. Et je pense qu'il n'y a aucune excuse aujourd'hui. Bon, ça, c'est mon point de vue, mais je suis un peu dure, mais parce qu'en fait, à partir du moment où tu choisis la voie de l'entrepreneuriat, tu prends tes responsabilités. Donc, tu peux s'entourer, comme tu dis, se créer un univers favorable, c'est de ta responsabilité. Donc, soit tu fais des concours, soit tu vas à des réseaux, soit tu lis des bouquins, tu regardes mais c'est apporter, en fait. Et donc, ce deuxième point dont tu parles, finalement, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde aujourd'hui. Peut-être plus qu'il y a 15 ou 20 ans, tu vois. Aujourd'hui, tout paraît accessible, facile. Ouais. En fait, il faut en profiter. Donc, ça, c'est le deuxième point. Et alors, est-ce que tu aurais un dernier point? Non, mais peut-être quelque chose ou juste, non, ta conviction, l'amour de ton projet, parce que peut-être juste, t'es convaincu de ton produit. Enfin, voilà, c'est peut-être juste ça, je sais pas. Bah, je dirais, j'ai même deux autres points que je vais mêler du coup. Le premier, ça va être forcément la persévérance, hein, le fait de tout le temps continuer. Et pour aller avec ça, je dirais se nourrir de ce qu'on a déjà fait. Parce que dans mon parcours, vu qu'il y a eu beaucoup de choses, vu que c'était un parcours accidenté, typiquement lorsque la production a été interrompue parce que le labo a fermé, et que j'ai quand même réussi à dépasser ça. Mais Nati, je me suis sentie comme une super girl. Je me suis dit, je suis Wonder Woman. Je peux venir à bout de tout. Et en fait, le fait de se nourrir comme ça de ce qu'on a déjà fait, on commence à croire qu'on peut tout dépasser, tu vois. On commence à se dire, mais qu'est-ce qui peut m'atteindre en fait après ça, c'est quoi la suite? Oh, il y aura, mais... Oui, je suis convaincue que... Il y a toujours, mais tu as ce sentiment, ces ancrages positifs très forts par rapport aux petites victoires ou aux grosses victoires que tu as réalisées. Donc, tu te dis, OK, il y a ça. Sur le coup, ça va peut-être te dire, mais tu vas trouver la ressource parce que tu sais que tu as déjà vécu quelque chose de comparable et donc tu l'as déjà dépassé. Tu l'as déjà dépassé. Ouais, et comme tu le disais tout à l'heure, c'est dans notre tête parce que c'est pas forcément vrai ce que je dis. C'est pas forcément on a le droit d'arrêter. Il y a peut-être un truc qui va me dire, ah non, mais là, c'est fini, c'est bon, j'arrête. Mais comme c'est tellement ancré dans ta tête que tu peux le dépasser, bah forcément, tu te démènes, tu vas au-delà de toi, tu te dépasses, tout simplement. Donc, effectivement, c'est encore une affaire de croyance, de ce que tu as dans la tête. C'est vrai quand c'est dans ta tête, quoi. Donc, je me nourris de ça pour le moment, tant que ça marche. Mais tant mieux. Donc, moi, tu sais, en 7 ans, des moments difficiles, enfin, l'entrepreneur, tu as des success stories, hein, en 6 mois, 1 an, comme ça, mais c'est quand même pas, tu vois, ça représente 0,001% de tous les entrepreneurs, tu vois. Et en fait, je pense que c'est un peu ce que tu dis, la persévérance, le chemin, c'est la réalité. Et on a tous des parcours différents, on a tous, tu vois, parce que nos projets sont différents, parce que nos tempéraments sont différents, pour plein de raisons. Mais finalement, tous les entrepreneurs sont confrontés à la même chose, c'est-à-dire que tu as ton objectif et c'est OK, sur lesquelles ressources je m'appuie, qu'est-ce que je peux mettre en place pour passer l'obstacle et me rapprocher de mon objectif. Parfois, moi, ça m'est arrivé, hein, tu vois, j'accompagne des personnes en coaching et tout, et même j'ai des personnes qui me contactent et qui me parlent de leur projet, et parfois, tu as des personnes qui ont des visions très, tellement énormes de ce qu'elles veulent réaliser,
Tu vois, moi, ça m'est arrivé hein, qu'on me dise, oui, moi, je veux créer le nouveau H&M, le nouveau Zara, le nouveau et tout. Ok, tu te dis, ok, c'est cool. Ok, c'est quoi la première step, quoi, déjà, tu vois, avant d'en arriver là, parce que c'est bien d'avoir cette vision. Et moi, je trouve ça, enfin, tu vois, quand tu te dis que tu veux faire une marque de cosmétiques, forcément, en plus, tu me dis que tu es fan de L'Oréal, forcément, que j'imagine bien que dans ton inconscient et tout, tu vois déjà ta marque au BHV, tout ça. Enfin, tu vois, tu as quand même cette, tu vois, tu as ces projections. Mais la réalité, c'est que il faut commencer déjà, il faut poser tes premières actions. Et en fait, et en fait, souvent, les personnes comme ça, c'est tellement immense ce qu'elles imaginent, leur projet, elles le définissent d'une manière tellement, tellement colossale que bah, du coup, ça les bloque parce que c'est tellement gros, bah, tu sais pas par où commencer en fait, ça te paraît inaccessible. Alors que si tu te dis, ok, moi je veux faire une marque demain, ça va être H&M, Zara ou je sais pas quoi, tu te dis, ok, déjà je vais monter une marque quoi. Déjà je vais faire une première collection, déjà je vais trouver mes clientes, déjà je vais faire mon premier fournisseur, je vais le trouver. Et donc déjà, tu te mets dans cette possibilité d'être en mouvement. Et ça, enfin bon, là je fais un peu une parenthèse qui, voilà, mais je pense que vraiment, c'est un peu aussi ce que toi, tu as vécu là avec cet exemple. C'est qu'à un moment donné, tu avais cet objectif qui était là, tu l'as réduit pour pouvoir l'atteindre, tu as livré moins pour pouvoir l'atteindre, mais parce que du coup, à un moment donné, tu remets à la mesure de ce que tu peux faire et du coup, ça te permet de garder le cap comme ça. Complètement. Et c'est marrant que tu me dises ça, je suis complètement d'accord avec toi. C'est marrant que tu dises parce que ce matin, j'ai filmé une vidéo pour ma chaîne YouTube et je disais exactement ça. Je suis la première à dire qu'il faut avoir sa vision, c'est super important, mais la vision, on peut aussi parfois s'y perdre. Et moi, ça m'est arrivé de me perdre dans ma vision, d'avoir un truc tellement astronomique que tu vis tellement dans le futur que tu es perdu dans ton présent. En fait. Tu vis dans le futur. C'est ça. Moi, je suis quelqu'un qui vivait énormément dans le futur. Ah bah, je serai comme ça. Ah bah, je vais faire ça. Non, je vais pas le faire aujourd'hui parce que demain, quand j'aurai ça, je vais plutôt faire comme ça. Et on peut vraiment se perdre dans sa vision, surtout quand elle est astronomique, très ambitieuse et tout. Et bien sûr, c'est positif, mais il faut faire attention. Et moi, je me disais que vraiment, maintenant, j'ai vraiment envie de me connecter au présent, de faire les choses petit à petit, parce que tu sais, j'ai lu le livre dont je parle tout le temps maintenant, la biographie de Phil Knight, le livre dont beaucoup d'entrepreneurs parlent. Et ce que j'ai remarqué dans ce livre-là, c'est que, tu vois, à un moment, bien sûr, Nike, c'est ce qu'on connaît, une grande marque de chaussures, etc. Mais quand on regarde et qu'on analyse le parcours de l'entrepreneur, c'est juste qu'il avançait, il se posait. Enfin, j'ai eu l'impression, en tout cas, surtout au départ, il savait même pas ce qu'il faisait. Il voulait juste vendre des chaussures. Il savait pas trop. Il explique qu'il est un petit peu déboussolé. Mais à un moment donné, il a un obstacle. Il fait tout pour le dépasser sur le moment. Il fait tout sur le moment pour passer d'un point A à un point B, mais dans le présent. Après, il avance. Il voit que, ok, c'est bien. Il a un autre obstacle. Il se concentre dessus. À aucun moment dans le livre, en tout cas, plutôt en dernière partie, mais au tout début, quand il commence son aventure, donc les, 7 premières années peut-être, parce qu'il met la chronologie, il n'est pas en mode je veux devenir ça, il ne le dit pas. Il dit toujours je me suis levée ce matin, il m'est arrivé ça. Bon, il fallait que je trouve des solutions, donc j'ai fait ça. Donc le lendemain, il fallait que je trouve d'autres solutions, j'ai fait comme ça. Et je me suis dit, ça, je pense que c'est une bonne mentalité à adopter plutôt que de se dire, ma vision, c'est ça. J'ai pas à faire ce que j'ai à faire aujourd'hui, ça m'ennuie. Je préfère quand tu vois essayer de vraiment tellement t'accrocher à ta vision, à ce que tu seras demain, que tu oublies qu'en fait il y a des choses que tu dois faire aujourd'hui pour y parvenir. C'est pas aller dans le futur. Je n'aime pas forcément en plus quoi. Oui, c'est ça, surtout ça. C'est surtout ça parce que bon, pareil, quand tu lances une marque, alors toi tu es sur la cosmétique, t'as un goût pour la cosmétique et tout, t'as choisi ça. Mais admettons, si ta passion c'était vraiment de faire du développement de produits, tu n'aurais pas monté ta marque. Parce qu'en fait, c'est un peu ce que je dis même par rapport aux gens. Moi, j'ai fait une vidéo comment créer sa marque sans être styliste. Et en fait, je suis impressionnée du nombre de personnes qui veulent monter leur marque sans être styliste. Mais l'inverse est faux. C'est-à-dire que tu as beaucoup de stylistes qui veulent absolument pas monter leur marque. Parce qu'en fait, quand tu es styliste, ton seul kiff, c'est on te dit, ok, crée-nous des collections. Donc, tu choisis tes matières, tu passes tes journées, c'est que ça, en fait. Tu kiffes, t'es dans la créativité à 100%. Par contre, quand tu commences à dire, ok, je veux monter une marque, tu montes un business.
Donc, la partie de créativité, la partie style, en fait, elle ne représente pas 100%, elle représente 20%, 30%. Ça compte pas, c'est pas très créatif. Mais voilà, exactement. Et du coup, tu te dis, bah, finalement, faut pas se tromper. On revient sur la vision, on revient sur ce qu'il est possible, on revient finalement sur, bah, je pense, enfin, sur les croyances, tu vois, de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Et il faut pas croire que, alors pour monter une marque de cosmétiques, toi, tu as quand même l'avantage, tu as quand même t'as un background scientifique, mais je suis sûre que quelqu'un qui n'a pas ce background-là peut s'associer, trouver des personnes qui ont cette connaissance et qui arriveront finalement pas au même résultat que toi, mais arriveront à faire, à réaliser aussi et à atteindre leurs objectifs. Donc, enfin, là où je trouve que c'est intéressant et ton expérience, en tout cas, telle que tu l'as racontée, montre bien. Et c'est ma vision, c'est l'entrepreneuriat, c'est le mouvement. L'entrepreneuriat, c'est la persévérance, c'est un mindset, c'est des croyances. Et finalement, ce qui te motive du début à la fin, c'est tes valeurs, quoi, en fait. T'as quand même quelque chose c'est ton moteur. Tu vois, tu m'as pas dit, ouais, moi, j'ai créé une marque pour être riche. Tu m'as pas dit, ouais, moi, j'ai créé une marque pour... Non, d'abord, t'as quand même... Alors, bien sûr que moi, je te souhaite de gagner de l'argent. Enfin, c'est le but, hein. Tu vois, on crée les marques, on crée des activités, des business. Bah, il faut bien manger, enfin, il faut vivre, oui. tu vois. Mais ce n'est pas ton objectif. Parce que si tu vois, ce n'est pas ton objectif parce que sinon, les 3-4 premières années de galère, hein, parce que forcément, quand tu as des économies ou tout ça, tu aurais fait autre chose avec ça. Donc, c'est hyper intéressant d'en témoigner parce que je pense qu'il n'y a pas suffisamment de témoignages là-dessus et de partager. Finalement, on se rend compte que les clés, elles sont en soi, quoi. Beaucoup en soi, hein, tu vois. Des fois, il suffit pas juste d'avoir ton fournisseur. Moi, il y a des personnes, elles m'écrivent, elles me disent oui, c'est quoi comment je fais pour trouver des fournisseurs, comment je fais. Mais en fait, une fois que tu as trouvé ton fournisseur, c'est cool. Et après, parce que c'est pas juste de trouver le fournisseur, c'est derrière, faut y aller, faut le rencontrer, faut expliquer ton projet, faut convaincre. C'est ça en fait. C'est pas de trouver un annuaire et puis de ça, tout le monde peut faire en fait. Tout le monde peut faire, vraiment. Donc voilà, moi je suis hyper contente de ton témoignage. Je trouve que c'est très révélateur. Il y a des personnes, alors dans mon groupe, qui ont des marques de cosmétiques qui sont aussi en train de lancer. Je suis convaincue, encore une fois, qu'il y a de la place pour tout le monde, que tout le monde peut vendre un produit à partir du moment où tu bâtis une communauté, que ton discours est clair, que ton positionnement est clair, parce que toi, ton univers, ta marque, ce que tu dégages, n'est pas la même chose qu'une autre marque de beauté afro qui sera peut-être plus sur de la beauté afro avec des clips, des machins, enfin, plein d'autres choses, hein, tu vois. Mais voilà, faut pas se braquer et je pense qu'il faut se donner, et ça c'est un truc que j'adore aussi, c'est les moyens de réussir, quoi. C'est notre responsabilité. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, faut se dire. C'est vrai. Tout le monde n'est pas fait pour ça, mais si tu as cette fibre-là, il faut se faire confiance et il faut se donner les moyens. En tout cas, moi, j'ai ce sentiment que toi, tu as fait ce choix-là, tu as fait ce parcours et tu as encore une belle route à écrire. C'est quoi, si on va conclure, parce que c'est vrai qu'on pourrait parler d'entrepreneuriat. Enfin, moi, je suis bavarde déjà, mais je pense que tu vois, si on parle du projet, on peut parler comme ça des heures. Hein. Des heures. C'est quoi, du coup, là, tes prochaines steps rapidement pour ta marque et puis après, je pense qu'on va arrêter là. Je sais pas s'il y a des personnes qui ont des questions, elles peuvent les poser là en même temps. Puis sinon, on arrêtera après le live sur tes belles paroles. Eh bien, mes prochaines étapes, ça va être vraiment déjà d'élargir la gamme Iwalewa, de sortir de nouveaux produits et tout ça pour être axé sur l'évolution du chiffre d'affaires. Augmenter du chiffre d'affaires, vraiment penser rentabilité et quoi d'autre? Moi, personnellement, me diversifier professionnellement, créer une marque, c'est bien. J'en parlais la dernière fois. Créer une marque, c'est très bien. C'est passionnant, l'entrepreneuriat. Mais on peut aussi s'y perdre. Et à un moment, j'ai commencé à me perdre dans Iwalewa parce que je faisais que ça. Et j'étais plus juste Josiane. Donc, c'est pour ça que j'ai créé mon compte personnel Josiane où je diversifie un petit peu mes compétences. Je parle un petit peu d'autres choses pour me retrouver un peu. Donc, ça va être ça, mes objectifs. Bosser sur le développement d'Iwalewa et bosser sur mon avenir professionnel en dehors également. Ouais, c'est des beaux projets, mais c'est vrai que j'avais vu que tu étais youtubeuse beauté. À un moment donné, on te voit, hein, tu fais les vidéos et tout, et puis là, non, mais c'est bien parce que t'incarnes, et c'est comme ça qu'on fait, hein. Il y a pas de secret, hein. Il faut passer à l'action, on fait, on explique, mais du coup, moi, je comprends et je peux entendre ce que tu dis. Créer une marque, c'est un vrai challenge.
Je pense que tu as relevé un très beau challenge. Après, il faut effectivement vendre parce que ça aussi, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, tu tiens sur la durée ou pas. Hein, c'est juste. Enfin, voilà, c'est la base d'un business. Créer une marque, c'est bien. Créer une marque rentable, c'est mieux. Autre chose. Voilà, c'est autre chose. Par contre, c'est très formateur. Donc, j'ai vu que tu as créé une chaîne. Effectivement, tu parles d'entrepreneuriat et tout. Je pense que tu as des choses à partager. En tout cas, je pense que toute expérience entrepreneuriale est forcément formatrice. Et on a tous à apprendre les uns des autres. Moi, je partage aussi là-dessus. On n'a pas une science infuse. Il n'y a pas une vérité unique. Par contre, de chaque parcours, on peut apprendre quelque chose. On peut rentrer. Et peut-être que la façon dont toi, tu vas raconter ton histoire, tu vas faire des déclics chez les gens. Et c'est comme ça, moi, j'ai eu des déclics en écoutant, en discutant avec des personnes, parce que tout d'un coup, tu as un nouveau point de vue, un nouvel éclairage, et tu te dis, ah ouais, j'avais pas pensé, j'avais pas vu ça comme ça, en fait. Mais oui, en fait. Et donc, en tout cas, moi, si tu es dans cette démarche-là, bah, je te félicite. Je souhaite le meilleur pour Ewalewa. Je pense que tu as encore un beau potentiel à explorer, à exploiter. Donc, vraiment, ça, je te souhaite le meilleur. Mais de toute façon, je vais suivre. Hein. Je te dirai aussi, parce que j'ai passé ma commande. Donc, je te dirai ce que je pense de ça. Mais vraiment, voilà, moi, je te souhaite le meilleur. Je te remercie d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi. C'était hyper agréable. On va arrêter ce live-là. Je vais le diffuser en IGTV. Donc, je vais pas travailler ce soir, là, les machins, les titres et tout. Mais je vais voir comment je le récupère. Peut-être d'en faire une seule vidéo. Et puis comme ça, on pourra se le partager, le rediffuser au plus grand nombre. D'accord ? Ça marche. Merci beaucoup, Nati. Une belle soirée et vraiment à très bientôt, Josiane. À bientôt. À bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir.